Bonjour à tous, bienvenue dans Un livre, une histoire, notre émission littéraire qui reçoit aujourd'hui Florence Delon. Florence Delon a écrit ce magnifique livre Madame Brousse. Elle était partie vivre dans la région de Mopti, dans le village de Fatouma, où elle a été surnommée Madame Déboladé, qui signifie Madame Brousse. Et donc de son carnet de bord, elle a fait un livre dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour Elijah. Pourquoi avoir eu ce besoin d'écrire un livre sur ton périple à Fatouma? Pourquoi avoir eu besoin d'écrire un livre? Tout à fait. Après avoir écrit un journal de bord. Euh, j'ai vécu pendant plusieurs années au sein d'une communauté avec laquelle nous avons développé deux projets qui, qui ont fait que des liens très très forts se sont tissés entre cette population et moi. Malheureusement, pour des questions de sécurité, j'ai été obligée de quitter la région puisque j'étais en pleine zone rouge et complètement esselée dans la brousse. Et donc je crois que ce qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est de me dire qu'ici en France, je suis un peu les pieds et les poings liés et que comme mon âme et mon cœur sont toujours au Mali, c'est pour moi une façon de continuer et de leur tenir la main. Ça va faire plaisir aux Maliens, cette phrase-là, mon âme est au Mali, c'est beau. Et le livre a été préfacé par Boubacar Salif Traoré, le président du parti politique Mouvement pour le Progrès, que Oui. nous avons eu le plaisir à recevoir plusieurs fois ici. Euh, Quels sont vos liens avec les Maliens de France? Avant de parler de ceux du Mali. Les Maliens de France, d'abord, je suis mariée avec un Malien de France et je vis à Paris et mon cœur étant malien, forcément ma place est à côté d'eux. Donc, et puis bon, c'est cette envie de continuer toujours ce qui a été entamé là-bas sous une autre forme, avec un autre projet, mais c'est normal d'être avec eux. Dans le livre, tu remercies certains gens, tu cites des noms. Je ne pense pas que ce soit une liste exhaustive des gens que tu connais. Tu n'as pas peur de te fâcher avec ceux que tu n'as pas cités dans le livre? Non, ils me connaissent. Ils me connaissent. Je sais qu'ils ne prendront pas atteinte si je ne les ai pas cités. Je ne peux pas citer tout le monde, mais ceux que j'ai cités sont les personnes qui ont été le plus près de moi et qui connaissent réellement les conditions et tout ce que j'ai traversé. Et c'est pour ça que ce sont eux qui sont sur cette page. Quand on commence à lire le livre, on se rend compte que tu es une personne attachante qui déconne par moments, en fait, qui a un certain humour à raconter les choses, notamment. Vous levez un peu de voile sur votre intimité, enfin, sur ce qui devrait rester secret pour certains. Enfin, ça dépend de où on se positionne. Vous parlez d'un mari que je n'aimais plus tellement, je devais partir de votre famille à essayer de vous décourager. Florence, tu es folle d'aller là-bas avec tout ce qui se dit, tout ce qu'il y a comme image en cours en Occident, sur cet endroit-là du Mali, où vous êtes quand même parti. Pourquoi avoir levé le voile sur cet aspect-là de vos liens familiaux, surtout avec votre époux? Je crois qu'avant de connaître l'Afrique, j'étais quelqu'un qui parlait très peu de moi et qui avait autant de mal que les autres, mais qui ironisait et riait facilement pour se cacher de ça. Depuis que suis rentrée d'Afrique, je ne ris plus de la même façon. Qu'est-ce qui a changé? Bah, quand je ris, c'est parce que j'ai envie de rire, ce n'est pas parce que j'ai envie de cacher quelque chose. C'est Et tout. on va dire cette expérience t'a libéré. Ah oui, je suis très sereine. Depuis que je suis partie en Afrique, je suis très sereine, je suis en paix avec moi. Je Ça, n'ai c'est plus pas peur rien. du regard de l'autre, je n'ai plus peur de ce que l'on va penser. Je ne suis plus dans ce jugement que j'avais, effectivement, peut-être en tant qu'occidental ou peut-être personnel, hein. Mais maintenant, je suis en paix avec moi. Donc, voilà. Justement, quand on lit le livre, on pourrait penser Madame Brosse, une Française caucasienne qui va au Mali, on pourrait dire elle va faire beaucoup de chichi, elle va arriver, il n'y a pas de matelas, 50 centimètres, c'est pas climatisé, il fait très chaud, il y a des moustiques. En fait, on, à aucun moment tu parles de ça dans le livre. On voit juste une personne qui va dans un village, qui décide d'aller vivre comme tout le monde, de ne pas juger, de découvrir les choses, de se dire, ah tiens, c'est comme ça, on égorge les animaux devant les enfants. Ah tiens, les animaux, à peine on l'a égorgé, on cuisine, on mange, on se dit bonjour 17 fois dans la même journée. Comment s'est fait l'apprentissage de toutes ces choses qui sont différentes de ta vie en France? Tous les jours, un peu, un peu. Et ça ne m'a posé aucun problème. Aucun problème. Je ne sais pas pourquoi.
Ce qui m'a posé plus de problèmes, ça a été de revenir ici parce que je ne reconnaissais plus cet univers. Mais là-bas, je n'ai eu aucun problème. Bon, j'ai souffert physiquement, ça serait quand même malhonnête de ne pas le dire. J'ai été gravement malade, ça j'en parle pas dans le livre parce que c'est pas la peine d'aller affoler tout le monde non plus. Mais mon quotidien ne m'a pas posé de problème dans la mesure où je vivais les choses passionnément. Et d'avoir été au début observateur et puis après d'être monté dans un train et d'avoir continué à faire ce qui a été fait tous les jours, c'est passé trop vite. Ça passait Justement, très il y a vite. beaucoup d'anecdotes dans le livre, hein. Par exemple, un jour, il y a des enfants qui se bagarrent parce que simplement, vous ne saviez pas au début pourquoi. Il y en a un qui tape l'autre, il le blesse. Et vous, de par votre métier d'infirmière, vous dites, je veux lui porter secours et l'enfant, il part en courant. Et vous vous renseignez, vous vous rendez compte que en fait, l'enfant qui est parti en courant, malgré qu'il a été blessé, avait insulté l'une des femmes de la famille des enfants qui l'avaient tapé. Vous vous rendrez compte du caractère sacré de la mère. Est-ce que tout au long de votre séjour là-bas, c'est quelque chose qui est revenu souvent? Oui, oui, parce que la parole de la mère est une parole qui est très écoutée et respectée. Donc ça, effectivement, ils ont un respect de leur mère qui est impressionnant, impressionnant, qui est remarquable. Ça, quand la mère dit quelque chose, n'importe quel enfant suit ce que dit sa mère. Voilà. En général, en Europe, hein, quand on parle du droit de la femme déjà en Europe, et surtout quand on juxtapose avec ce qui se passe en Afrique, on a des fois moins de recul. En fait, on fait un jugement de valeur où la femme, elle n'a pas de droit, la femme, elle n'est pas considérée. Là, vous parlez de la mère, mais la femme en tant que fille, ou la femme en tant que personne qu'on voit en face, qu'est-ce que tu as remarqué comme rapport entre les hommes et les femmes, ou entre les femmes elles-mêmes sur le plan du droit des femmes? Ça, c'est un long sujet, hein. Pour en débattre, c'est difficile. On Déjà, va, on va, on va essayer de résumer déjà. les femmes vivent entre elles et les hommes vivent entre eux. L'intimité se vit derrière les murs. On ne la voit pas, on ne la connaît pas. Euh, les femmes s'attachent à leur quotidien sans rechigner, sans naturellement, je dirais. Les petites filles se mettent aux corvées domestiques pareil, pendant que les petits garçons, eux, vont faire du football, par exemple. C'est un quotidien, c'est comme ça, et moi, je n'allais pas changer l'ordre des choses, et je n'étais pas là pour les juger. Ça date de longtemps, c'est ainsi que ça évolue. Donc après, ça leur appartient. Et on a discuté, hein, ça n'a pas empêché les échanges et compagnie, mais après, je sais que dans les projets que l'on a menés, effectivement, on sensibilisait d'abord les hommes, le lendemain, on sensibilisait les femmes. Mais au bout de 2 ans, tout le monde était mélangé. Ah, ça a quand même réussi à Oui, mélanger. oui, oui, oui. Et c'est de même, hein, c'est pas quelque chose qui a été imposé, ça s'est fait naturellement. Pour une question d'organisation, de financement, c'était beaucoup mieux. Et tout le monde était assis de la même façon, on n'était pas les uns sur une chaise et les autres sur les nattes, c'était, voilà. Et comme je l'ai dit, hein, donc cette zone du Mali là, Mopti, il y a beaucoup, enfin, les mots qui sont rattachés à cette zone-là, c'est insécurité hors de par ton métier, de par ton besoin de te déplacer dans les différents villages autour de Fatoma. Il fallait aller en mobilette, des fois se faire conduire, des fois aller seul. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été en face de l'insécurité ou des moments où tu as été victime de quelque chose? Oui, mais je ne veux pas en parler parce que c'est personnel. Il y a des choses que j'ai été obligée de cacher pour ne pas inquiéter les gens, mais effectivement, j'ai subi des... Sur les dernières années, c'est pour ça aussi que je suis rentrée, pas simplement pour l'insécurité qu'il y avait au Mali, mais pour une insécurité qui m'a visée personnellement. Et voilà, mais j'ai pas envie de m'étaler dessus. Dans la mesure où je n'en connais pas l'origine, euh, voilà. On va revenir, hein, à la vie proprement parlée des gens. En fait, quand tu décris la vie des gens, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont rien, Mhm. avec rien autour, mais qui arrivent à vous procurer du bonheur, c'est-à-dire qui arrivent à vous, vous qui venez d'un monde capitaliste où il y a une quantité il y a une quantité de biens où les gens s'autosuffisent, vous vous rendez compte que finalement vous êtes dépourvu, enfin vous avez tout, sauf ce bonheur de vous contenter de ce que vous avez. Et donc quand vous êtes arrivé, vous vous êtes rendu compte par exemple que pour cuisiner les femmes, il y avait trois pierres, elles mettaient une marmite, elles faisaient une seule bouffe, tout le monde en mangeait. Est-ce qu'au début vous avez pu manger directement ce qu'on vous proposait ou vous êtes adapté crescendo? Ah non, non, j'ai mangé ce qu'on a partagé ensemble. Il est hors de question que j'ai quelque chose à part.
Non, 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 j'ai mangé, ça ne m'a pas du tout posé de problème. Même manger à la main, même, voilà. La seule chose que j'ai peut-être amenée au début, c'est qu'on se lavait les mains au savon et non pas à l'eau. Parce qu'effectivement, voilà. Ben, c'est tout. Autrement, le reste, non, ça ne m'a jamais gêné, ni posé de questions, ni interpellé, ni questionné, ni... voilà. Je ne suis pas plus civilisée que... ou un Européen n'est pas plus civilisé qu'un Africain. Hein. Qu'est-ce que c'est la civilisation? C'est pas parce qu'on mange assis à une table avec une fourchette et un couteau et une serviette autour du cou que l'on mange plus proprement que... Voilà. C'est pas parce qu'on voit sans arrêt des enfants poussiéreux, hein, comme souvent on voit au Mali avec les yeux qui coulent ou le nez qui coule, les cils remplis de poussière. Il faut voir les conditions de vie là-bas. Quand vous avez des vents qui arrivent avec un nuage de poussière, ben les enfants, je les ai vus, ils sont lavés 2-3 fois par jour là-bas. Les enfants sont tout le temps propres, ils ont des vêtements, ils sont changés sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc moi je n'ai jamais été interpellée par ces conditions de vie. Hein. Au contraire. En avançant dans le livre, on se rend compte que tu as été adopté vraiment par la famille d'accueil à Fatouma et ils sont même allés te présenter leur patriarche, leur tombe. En fait, ils t'ont ouvert des pans de leur vie qui restent normalement secrets, qui restent ancrés dans la famille. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils soient mis en confiance au point de te faire entrer dans l'antichambre de leur histoire, de leur Parce que j'avais rencontré quelqu'un de cette famille. Hein, voilà, et que j'y étais attachée, et puis que bah, c'est comme ça. Hein. De toute façon, quand vous êtes accepté dans une famille, vous faites la connaissance de toute la famille, sinon il y a quelque chose qui manque. Et le patriarche, moi j'ai toujours parlé de mes grands-parents, j'ai toujours parlé entre autres de mes grands-parents paternels, puisque mon grand-père paternel était mon parrain, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans l'éducation des valeurs qu'ils ont essayé de nous transmettre. Et je ne sais pas si c'est de parler de ça, mais pour eux, ce patriarche-là, c'était quelqu'un de très important. Et ils ont été très fiers de m'amener sur ce tombeau et de me montrer un peu l'histoire de la famille et d'où ils venaient. Et je pense que c'est parce que j'ai jamais renié d'où je venais, je crois aussi, qu'on m'a permis de rester celle que j'étais. On ne m'a pas imposé d'emblée un prénom, on ne m'a pas imposé des tresses, de m'habiller comme eux. Moi, j'étais là tout babou, mais j'étais Namissa quand même. Voilà. Donc, outre le petit appartement, ou même on va dire la petite chambre aménagée en terre, sans autre forme de luxe, il fallait monter sur le toit pour pouvoir capter les SMS venus de France. Et aussi, tu as assisté à beaucoup d'accidents, des accidents qu'on aurait pu éviter à moto avec mort d'homme, avec des crânes qui sont ouverts. Et à un moment donné, tu t'es pas dit, je suis dans un délire, je retourne à Paris. Pour des accidents, non. Mais est-ce qu'à un moment donné, les accidents, il y a eu envie de marche arrière? Pas pour des accidents de la route. Pour les accidents de la route, au contraire, j'avais ma place dans la mesure où moi, quand j'étais... bon, c'est vrai que j'avais pas de casque à moto, mais j'ai jamais fait des vitesses folles, j'ai jamais démarré comme il démarre, j'ai toujours roulé sur le goudron. Quand un bus arrivait, je me mettais sur le côté, je m'arrêtais, j'essayais pas de doubler quand on pouvait pas. Bon, il y a des conditions de conduite aussi qu'il faut... Les casques, malheureusement, il n'y en a pas. L'état des routes est tellement lamentable et pitoyable que c'est tellement étroit ou alors c'est tellement dégradé que les accidents, quelquefois, sont provoqués aussi par l'état des routes. Donc ça, mais ce n'est pas à cause de ça que je vais faire marche arrière, non. Non, ça au contraire. Marche arrière, je l'aurais fait si moi, je ne m'étais pas sentie à ma place dans le sens où je n'aurais pas été acceptée ou je n'aurais pas réussi à être apprivoisée. Voilà. Autrement, non. En général, quand je décide quelque chose, je vais jusqu'au bout. Hein. Je ne pars pas parce que... Est-ce que, après ce type d'expérience, est-ce que tu te dis que finalement, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, on est dans un environnement un peu délectère où les gens se regardent en chien de faïence, où les gens ne se font pas confiance en fonction de leur couleur, leurs origines, leur religion. Est-ce que tu ne te dis pas finalement que c'est une perte de temps si on ouvrait les portes des uns aux autres, que chacun puisse aller et revenir dans la culture de l'autre? Ça faciliterait les interactions entre nous et finalement ça apporterait un peu plus de paix dans ce monde trop chaud. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais pour véhiculer? C'est vrai que tu as écrit un livre. Je reste la même, c'est tout. Je pense que c'est l'exemple que l'on donne qui fait qu'on est accepté, que ça se passe sans problème. Quand on est en paix avec soi, quand on est propre dans sa tête et dans son cœur, ben, je pense que voilà, on fait naturellement les choses et on ne se pose pas ce genre de questions. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Vous dites dans le livre, hein, vous mangez de la viande le matin, vous en mangez le soir, vous en mangez le midi. Il y avait beaucoup de lait. Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de faire autre chose à côté?
Alors au début, je ne faisais rien à côté, tout simplement parce que j'avais une petite maison qui n'était pas du tout aménagée et que là-bas, quand on cuisine en famille. Mes journées étaient tellement remplies que quand je rentrais, j'avais pas le temps d'allumer le feu sous la marmite et puis de me faire bouillir du riz ou de faire... on préparait le repas et le repas était préparé pour tout le monde. Quand vous dites qu'on avait de la viande le matin, ce n'était pas de la viande qu'on avait le matin. La viande, on en avait juste un tout petit peu sur le plat de riz du midi et quelquefois le soir, mais c'était très rare. Et le matin, on trempait le pain dans le reste de sauce de midi. Donc, il n'y avait plus de viande. Hein. Et puis, après, quand j'ai commencé à être un petit peu installée, on a essayé de créer des petits jardins potagers et de faire pousser des salades, des concombres et des tomates. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié de pouvoir manger de temps en temps. Ah non, parce qu'on le mangeait ensemble. Ah, tout le monde mangeait. C'est de la triche quand même. Pourquoi c'est de la triche? Parce qu'avant, ils mangeaient du riz, ils mangeaient du riz. Alors, toutes les femmes qui cultivent leurs salades, leurs tomates et leurs concombres, vous allez leur dire de maintenant ne plus manger parce que c'est de la triche, ça ne fait plus partie de leur culture. Non, nous, autrefois, on mangeait des patates et des marrons. Ben, on a évolué, on mange maintenant des choses... Pour revenir à une dame qui avait perdu son mari et dont vous parlez de la dignité. Laquelle dame? J'ai oublié son nom, c'est-à-dire qu'elle avait perdu son mari, elle ne se plaignait pas. Et vous discutiez souvent avec elle, vous cherchiez à savoir ce qu'elle vit par rapport à ce manque-là et elle ne s'était pas remariée. Je crois qu'elle vivait à Fatoma. Et une fois, vous vous êtes même déplacés pour aller dans une autre localité ensemble. Ils passaient la nuit, etc. Je ne me souviens pas de ce passage. Bon, c'est pas grave. On va maintenant parler de ce que... Votre fonction, c'est vrai que cette fonction d'infirmière oui. Qui vous rend très utile là-bas. Et vous aviez aussi un projet de monter une espèce de clinique ou de dispensaire en fait pour venir en aide aux gens. Quelles étaient les difficultés pour pouvoir monter un tel projet et est-ce que finalement vous avez eu gain de cause? Alors, monter une clinique, c'était un projet tout à fait privé pour pouvoir essayer de gagner, moi, ma vie par rapport à un projet auquel on m'a sollicité, deux médecins m'avaient sollicité. Mais ce projet n'a pas vu le jour puisque, au dernier moment, il y en a toujours un qui se désiste ou il y a toujours un problème qui se présente et qui fait que le projet est tombé un petit peu à l'eau. Après, moi, en tant qu'infirmière, je m'étais rapprochée du dispensaire, du CESCOM, qui se trouve au sein du village de Fatoma. Et quand j'ai vu ce qui s'y passait à l'intérieur, je m'en suis assez rapidement éloignée parce que pour moi, je ne pouvais pas côtoyer cette façon de corrompre la population. Donc, à l'époque où je suis arrivée, ils ont inauguré un centre de conseil dépistage volontaire du sida suite à la politique que le président ATT avait mise en place pour le Mali. Et donc, ce centre a été inauguré le mois où je suis arrivée. Et je me suis rapprochée de ce centre de dépistage. Et c'est de là que tout est parti. C'est-à-dire qu'on a participé pendant 1 an à la campagne de dépistage du sida sur toute la commune de Fatoma. Au bout d'1 an, ce financement étant arrêté, on s'est beaucoup remis en cause et posé de questions parce qu'on avait eu des résultats qui avaient dépassé les attentes. Et on s'est dit, c'est pas possible de laisser les gens comme ça, on ne sera plus crédible. Donc on a réfléchi et on a commencé à monter un projet et on a commencé à travailler et on a ajouté un deuxième projet sur l'excision. Et c'est comme ça que tout a été fait dans le travail communautaire avec la population des 3 communes avoisinantes. Quel sentiment vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli? C'est sûr, vous vous dites dans le livre, vous avez appris quelque chose, que vous avez découvert des gens qui n'ont rien autour, mais qui ont plus de joie que ceux qui ont des milliards, qui vous enseignent ce qui est vital dans la vie, c'est-à-dire apprendre à être heureux et vivre dans le bonheur avec ce qu'on a. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli par rapport justement à cette population à laquelle vous pourriez apporter des soins? Le devoir accompli, non, parce que pour moi, j'ai toujours envie de continuer et j'ai toujours l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout de ce qu'on veut. Mais ce que j'ai appris, la grande leçon que j'ai appris, c'est la notion justement de fatalité peut-être que je n'avais jamais rencontrée en France, d'acceptation de la misère. Et en fait, cette population qui n'a rien, qui vit avec sa culture, ses croyances, et qui m'ont vu arriver, et qui aurait eu le droit de dire « mais qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous, d'une religion différente, d'une couleur différente, d'une culture différente ?» En plus, une population analphabète.
Ben, c'est venu naturellement, les choses se sont faites naturellement, on ne s'est pas posé de questions et on s'est tous attrapé la main et on a travaillé ensemble. Et je crois que ça, je ne l'aurai nulle part ailleurs. J'en suis persuadée. Ça par contre, j'en suis persuadée. Parce que ce que j'ai vécu en confiance avec cette population-là, je crois que ça sera très difficile, d'abord parce que j'ai avancé en âge, que physiquement, je pense que j'aurai peut-être plus la résistance qu'il faut. Mais je crois que le sentiment de confiance qui s'est établi dès le début, je ne sais pas si j'arriverai à le faire aussi facilement ailleurs. En tout cas, la confiance est établie parce que dans le livre, vous parlez un moment où ils vous ont amené quand même sur la tombe de leur patriarche. Et vous avez été dans les grottes, dans des choses extraordinaires. Je pense que s'il n'y avait pas la confiance, effectivement, ça n'aurait pas été possible. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous leur avez appris en tant qu'être humain venu d'ailleurs avec une culture différente? Qu'est-ce que vous avez appris aux gens de Fatouma et qui leur soit bénéfique aujourd'hui? Je crois que ce qu'on a appris tous les uns des autres, c'est qu'on est tous les mêmes. Et que quand on fait les choses avec le cœur, on peut arriver à faire beaucoup de choses. C'est tout. Je crois que quand on est sincère avec ce que l'on veut ou avec ce que l'on fait, on ne se pose pas ces questions et puis on n'a rien à prouver. On est ensemble, on vit, on essaie de franchir un obstacle, il s'en présente un deuxième, on arrive à le franchir. Et je crois qu'on ne se pose pas la question. De toute façon, on n'a pas le temps de se poser les questions. On a tellement de choses qui arrivent, qui se présentent alors qu'on n'y pensait même pas, qu'on est obligé de réagir et on est obligé d'avancer si on veut continuer à rester debout. Ça, c'est l'Afrique qui me l'a appris. Dans le livre, il y avait un besoin de dire les choses, en fait, d'être fidèle à ce que vous vivez, Oui. d'où justement votre carnet de bord que vous avez transformé en livre. Et on voit que des fois, de temps en temps, il y a des choses qui vous, je ne sais pas si on peut dire choquer, que vous avez l'air de découvrir. Voilà, notamment les interminables salutations, c'est-à-dire que vous dites par exemple que les gens se disent bonjour plusieurs fois dans la journée et ils se demandent des nouvelles plusieurs fois dans la journée, comme si s'ils ne le faisaient pas, il va y arriver un drame. C'est tout différent de ce qui se passe en Europe. En Europe, quand on se dit bonjour, c'est valable pour toute la journée. Si on se revoit, on s'est déjà vu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous comportez comme ça, à redire bonjour aux gens à qui vous avez dit bonjour le matin? Déjà, moi, j'ai appris à dire bonjour aux voisins, à qui je disais... Vous intéressez à vos voisins? Oui, ce que je faisais peut-être pas forcément, dans la mesure où avant, j'avais une vie vraiment tranquille, je n'avais pas de soucis matériels, je n'avais pas de soucis de santé ou quoi. Je vivais, j'avais mon univers, si vous voulez, et puis je m'en contentais. Là, maintenant, c'est vrai que mes yeux, ils voient même derrière, quoi. Et la relation à l'autre est différente. Le respect des personnes, le respect ce qu'ils appellent des vieux, le respect des aînés. Toujours prendre contact, la façon dont on respecte la maman, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le mot maman. Après, il y a d'autres choses qui sont peut-être moins évidentes. Effectivement, moi, ce qui m'a interpellée au début, c'était comment ça va? Ça va, tout va bien, tout va toujours bien. Et là où ça m'a choquée, c'est le jour où j'ai appris, le soir, je l'avais vu le matin, ça faisait 2 ou 3 fois qu'on se voyait, toujours ça allait bien. Et le soir, j'apprenais qu'il avait perdu son père la veille. Mais tout va bien. Et j'ai dit, mais c'est pas possible ça, mais c'est pas possible. Comment on peut vivre comme ça? Et en fait, je pense que c'est une façon pour eux aussi de continuer à rester debout. Et puis en même temps, quelqu'un qui n'a rien autour, qui se morfond sur son problème, voilà. Ça ne changera rien. Et donc, c'est peut-être... Mais c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est qu'ici, je crois qu'en France, on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Que dès qu'il y a quelque chose, ça prend des proportions. Alors que là-bas, il y a tellement de choses qui sont... la misère, déjà. Moi, je n'avais jamais côtoyé la misère. Vivre sans savoir ce qu'on va manger à midi, sans savoir comment on va soigner son enfant, sans savoir... Mais j'ai dit, ça vous interpelle, donc vous faites fi de tout le reste. Moi, quand je reviens ici, je suis bien la seule à ne pas être inquiète sur mon sort. Tout le monde me dit, mais comment tu vas vivre? De quoi tu vas vivre? Ta retraite, comment tu vas la faire? Mais j'ai dit, moi, j'ai cette mentalité maintenant de vivre au jour le jour. Parce qu'il y a toujours une solution à un problème. Et ça, c'est l'Afrique qui me l'a appris. L'Afrique m'a appris que ce que je croyais être, en fait, c'est pas du tout ça. Chaque fois, vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Et hop, vous rebondissez, vous repartez encore. Et à chaque fois, vous avez une force en vous que l'Afrique m'a permis de connaître et de comprendre ce que je ne savais pas. Quand j'étais dans cette vie tranquille, tout était tranquille, hein. Je n'avais pas besoin de me poser ces questions.
Et ça, c'est la richesse de mon expérience. Et c'est pour ça que j'ai trop envie de continuer à vivre ainsi, quoi. Donc, Ah, vous comptez repartir? Ah, ben repartir, de toute façon, ma vie est au Mali, hein. Ma vie est au Mali. Peut-être pas au même endroit et dans un autre endroit maintenant, dans la région de Caille, mais ma vie est avec des Maliens. Maintenant, c'est une autre vie qui démarre. Ce sera une vie avec une autre communauté. Donc, c'est encore un autre apprentissage, c'est encore une autre observation, c'est encore un autre apprivoisement, si je peux dire employer ce terme. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec Fatouma? Même si je sais que pour capter le téléphone pour envoyer des SMS, il fallait monter sur le toit de la maison parce que ça ne captait pas en bas. J'ai des rapports fréquents avec Fatouma, notamment avec les jeunes. Ils arrivent à capter vos SMS là-bas? Ah, mais ils ont WhatsApp, ils ont Viber, ils savent très bien faire marcher ça. Hein. Croyez-moi que pour ça, il n'y a pas besoin de leur dire. Hein. Donc, par ce biais des réseaux sociaux aussi également. Donc, j'ai des nouvelles régulières. Un livre, c'est fait pour être lu. Hein, donc, en ça, moi, je l'ai lu. Moi, j'encourage vraiment que les gens soient maliens ou pas maliens ou africains ou européens. De lire ce livre, ça peut-être, ça fera tomber certaines barrières. Vous, aujourd'hui, ayant vécu là-bas, étant française et donc entre les deux, comment vous pourrez aujourd'hui réconcilier des gens qui ont des visions diamétralement opposées, qui voient le mal dans l'un, celui qui vient voler le boulot, celui qui c'est celui qui est la plaie du pays, etc. Le discours nauséabond politique qu'il y a en ce moment, qui oppose les uns aux autres, qui fait d'une communauté le problème central de l'autre. Qu'est-ce que vous pourrez apporter comme solution afin que ces deux entités-là se réconcilient? Moi, je pense que déjà, le jugement. Juger quelqu'un sans le connaître ou sans savoir ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu, déjà, c'est pour moi la première forme d'intolérance. Et puis, ça crée des préjugés, c'est néfaste. Ensuite, je pense que nous, on est l'exemple type. Je vous dis, moi, je suis une femme, déjà une femme. Je suis blanche. J'ai été à l'école jusqu'à passer mon bac et j'ai un diplôme qui me permet de travailler. Je suis de religion chrétienne. Donc je suis arrivée au milieu d'une population analphabète, vraiment en état de pauvreté extrême, musulmane, où la femme est à la maison. Ben, moi, je ne me suis pas posé de questions et ça s'est fait naturellement. Donc je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, si on fait simplement parler son cœur, on arrive à passer partout. C'est tout. Quand on est sincère avec ce qu'on est ou quand on est sincère avec ce que l'on veut, il n'y a aucun problème, tous les tabous tombent. Tous les tabous En tout cas, pour avoir lu le livre, effectivement, vous avez parlé avec votre cœur parce que vous avez refusé tous les privilèges qui pouvaient être dus à votre couleur et vos origines. Et vous avez décidé de vivre comme les gens de Fatouma, manger la même chose qu'eux, faire la cuisine sur les trois pierres, vous déplacer à mobilette, etc. Alors que vous aurez pu rester dans votre coin ici et regarder le monde à travers le tube cathodique. Est-ce que vous avez appris à parler la langue locale qui est le Peul? Alors, j'ai appris à parler la langue locale et je me suis rendu compte au début, quand on a commencé à monter ces projets sur le sida et l'excision, d'ailleurs excision dont j'avais vaguement entendu parler mais je n'en connaissais pas tous ces problèmes, toute la problématique, j'ai eu des réactions de toubabs et d'infirmières et de femmes. Et ces réactions ont été un petit peu néfastes parce que je suis quelqu'un d'un petit peu impulsive et c'est vrai que j'ai du mal. Bon, l'Afrique m'a appris beaucoup de choses par rapport à ça. Et là, j'ai dit, ouh là 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 là, mais si moi je réagis avec mes réactions et puis cette façon d'être, je vais porter plus de tort que de bien pour le... Donc, j'ai appris à parler pour les besoins de tous les jours. Mais après, aller entreprendre une grande conversation pour aller parler du sida ou pour aller parler de l'excision, ça, je ne l'ai pas fait. J'ai eu la chance de rentrer dans ce village à Fatouma. L'école primaire se fait de deux niveaux. Il y a une école primaire en français, une école primaire en peul. Donc ça, c'est la famille qui choisit où l'enfant va aller. Et donc, la majorité, on s'est compris en français, quoi. Donc, tous les projets... Quand j'avais besoin de dire des choses, quand je pouvais les dire en peul, je disais en peul. Sinon, j'avais quelqu'un, Djeguer, avec qui j'ai travaillé, qui était le départ de cette locomotive.
lui il traduisait tout ce que je disais. Et c'était vraiment traduit dans le respect de mes paroles, quoi. Donc voilà. En tout cas, vous n'allez pas échapper parce que moi, je vais vous laisser passer un message aux gens de Fatouma et aux gens de Fatouma qui sont ailleurs, qui verront forcément cette émission-là. Le peu de peul que vous savez dire, de le leur dire. Et puis, si vous avez un message personnel à adresser à vos amis qui sont au Mali ou ailleurs par rapport à votre livre, par rapport à votre vécu, je vous laisse regarder cette caméra-là et votre message. On va commencer en peul d'abord, vous n'allez pas échapper. Jaminyali, Debolade, Hahali Fulfulde, Sera Meyegiti Fulfulde. Voilà, donc moi maintenant le message que je veux passer au Mali. Le Mali, c'est mon pays, le Mali c'est mon cœur. Et si j'ai écrit ce livre, c'est aussi pour pouvoir continuer à travailler avec cette population extraordinaire et également essayer de donner une nouvelle vision de l'Afrique et de la façon dont on peut aider ce continent. Parce que tout ce que j'ai pu y voir aussi de ce qu'on voulait nous, Toubabou, comme ils nous appellent, faire pour les aider était un petit peu obsolète ou était pas à la portée forcément, puisque beaucoup de projets tombent à l'eau une fois que c'est terminé. Partager le quotidien de cette population m'a fait comprendre, m'a fait accepter, m'a fait apprivoiser beaucoup de choses qui ont permis que, ensemble, on a pu faire un travail communautaire extraordinaire à partir de ce que eux pouvaient faire et savaient faire. Et je vous promets que pour moi, le Mali, c'est un exemple de persévérance, c'est un exemple de courage, c'est un exemple de solidarité. Mais malheureusement, c'est aussi, il ne faut pas se voiler la face, surmonter tout ce qui est un petit peu la face cachée que l'on dissimule ou dont on n'ose pas trop parler, c'est-à-dire la corruption. Et ce livre est le témoignage que, justement, quand on est fidèle à ses valeurs, on peut arriver malgré tout à rester fidèle à ses valeurs et à faire un travail extraordinaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire à la population de Fatouma et les remercier de tout ce qui m'avait permis de comprendre et de m'avoir permis de grandir aussi. Cette émission arrive à sa fin, donc je rappelle, nous recevions Florence Delon qui nous a gratifié de ce livre-là, Madame Brosse. Elle a passé beaucoup de temps dans la région de Mopti, dans le village de Fatouma. De par son métier d'infirmière, elle a parcouru beaucoup de villages aux environs. Elle a côtoyé la population. Elle en a fait un livre. Et donc le livre qui est disponible aux éditions Vérone, que vous pouvez vous approprier. En tout cas, moi, je vous incite à le lire. Vous verrez le Mali des villages d'une autre façon. Et vous verrez le peuple malien d'une autre façon. Peut-être que ça aiderait certains à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Florence Delon et à la prochaine. Merci.